la partie éclairer juste. Donc, éclairer juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairer au bon niveau. Bon niveau, c'est-à-dire être les bons niveaux d'éclairement, les bons niveaux de luminance. Mais ça veut dire aussi éclairer comme il faut. Comme il faut, ça veut dire, on peut avoir un éclairement moyen, par exemple, qui est correct sur la chaussée, mais ne pas éclairer là où il faut, par exemple. Éclairer trop sur le côté, puisque se souvient l'éclairement moyen, l'uniformité, si on parle rien que d'éclairement moyen et de l'uniformité, l'éclairement moyen, donc on fait en moyenne, donc on peut avoir des grosses taches, des taches sombres, et l'uniformité, c'est par rapport à l'éclairement minimum. Donc on peut avoir une mauvaise répartition des éclairements, tout en ayant une uniformité et un éclairement moyen, c'est bon. Donc il faut éclairer comme il faut, avec la bonne photométrie de luminaire, la bonne façon de répartir la lumière. Quand il le faut, ça c'est quelque chose qu'on va revoir durant la formation et qu'on va discuter, je compte sur vous là-dessus. Est-ce qu'en Tunisie, il est pertinent de ne pas éclairer une partie de la nuit? Est-ce qu'on peut éteindre une partie de la nuit parce qu'il y a personne dans certains espaces? Est-ce qu'on peut faire de la gradation, c'est-à-dire baisser le niveau lumineux pour certains endroits de la ville parce qu'il y a moins de monde et qu'il y a moins d'enjeux de sécurité, par exemple, sécurité de déplacement, routier ou de sécurité tout court. Ça, on va en discuter, on va voir si c'est possible. Éclairer sans éblouir. Aussi, on a vu la notion d'éblouissement, donc il va falloir éclairer sans éblouir, ni gaspiller d'énergie. Gaspiller d'énergie, notamment en envoyant la lumière vers le ciel pour éclairer les étoiles. Les étoiles n'ont pas besoin de notre éclairage, donc on va essayer d'éclairer que vers le bas, puisque nous, on est sur des luminaires en éclairage public qui sont situés à 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 mètres, voire plus de haut. D'accord? Donc on est au-dessus. À quoi ça sert d'éclairer au-dessus? Bah rien, à part éclairer les étoiles. Ou Absolument. pour l'éclairage décoratif, mais pour l'éclairage routier ou même l'éclairage fonctionnel, on va se contenter d'éclairer vers le bas du luminaire déjà. Dis-nous. Et éclairer de façon la plus efficace possible, donc avec la source qui produit le plus de lumen, de quantité de lumière, pour une quantité d'électricité consommée, Bruno. donnée. Voilà. Pour éclairer juste, on va se servir d'une norme qui, je crois, est obligatoire en Tunisie, d'après ce que j'ai compris. Une norme qui est la norme EN 13201, donc qui est une norme européenne. Alors, on va dire en France ENNF 13201, en Bulgarie UNBG 13201. Voilà, c'est une norme qui est partout la même en Europe et que vous appliquez, qui est pour moi une très bonne norme depuis 2016. Avant 2016, il y avait quand même quelques valeurs qui étaient recommandées, qui étaient, selon moi, beaucoup trop élevées pour un éclairage correct de la ville. Il n'y avait pas aussi toutes ces notions d'efficacité énergétique qu'on va voir, les paramètres qu'on va voir à la fin. Les indicateurs de performance énergétique, vous voyez ici la partie 5 en bas du slide. 13 de somme partie 5, indicateur de performance énergétique. Donc voilà, ça s'est rajouté. Les niveaux maintenant sont des niveaux cibles avec des valeurs plus acceptables. Donc cette norme, pour moi, est une bonne norme. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle est divisée en 5 parties. La première partie, sélection des classes de chaussée. Donc elle permet de classifier, de donner des classes selon la chaussée, selon l'usage de la chaussée, selon qu'on est par exemple sur un boulevard ou sur une petite rue résidentielle ou sur une rocade ou sur une avenue, on aura les voitures plus ou moins de voitures, on aura des piétons, on aura des cyclistes, on aura une vitesse de déplacement, on aura des croisements ou pas, etc. Donc on aura des tas de paramètres qui nous permettront de classifier sa chaussée. On y reviendra selon les classes M, C et P, et vous avez différents niveaux selon ces classes, on va les voir en détail. Donc classifier sa chaussée, et à chaque classe correspond un besoin. Il y aura des exigences de performance pour chaque classe. Ça, c'est la partie 2
de la norme 13201 là qui vous la donne, exigence de performance. Donc des exigences de performance en L luminance, E éclairement, UL l'uniformité longitudinale, donc on en a parlé entre deux poteaux par exemple, et l'uniformité U0, l'uniformité totale, etc. Il y aura d'autres critères aussi éclairement cylindrique, on en a parlé. La partie 3, 13 de somme partie 3-3, calcul des performances, vous dit comment calculer ces performances. La partie 4, comment utiliser formule de calcul, quoi, en gros. La partie 4 vous donne les méthodes de mesure de ces performances, comment les mesurer. Donc, on a vu, par exemple, pour la luminance, on va la mesurer de à minimum 60 mètres du point, on va le viser avec une caméra, à 1,50 m de hauteur, etc. La partie 5, donc les indicateurs de performance énergétique, et on y reviendra. Alors, la partie 1, sélection des classes d'éclairage. Les objectifs, donc, c'est donner des valeurs cibles d'un bon éclairage de la voie. Ça, on l'a vu, c'est la partie 2. Excusez-moi, je suis un peu arrumé. On va sélectionner ces classes en fonction de différents paramètres. Vitesse de conception, ou limite de vitesse. Est-ce qu'on va être sur des vitesses très élevées, 90 km/h, 100 km/h, etc. Vitesse élevée, 70 km/h, modérée, 50 km/h, faible, 30 km/h. En gros, hein, je vous donne des valeurs pour vous donner des idées. Voilà, je ne peux pas, encore une fois, recopier toute la norme, mais je vous ai recopié les principes. Le volume de trafic aussi va nous permettre de classifier sa voie. Est-ce que c'est élevé, modéré, faible? Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic? Composition de trafic, est-ce qu'on est uniquement sur des voitures, trafic motorisé, voiture moto, on va dire? Est-ce qu'on est sur un trafic mixte avec des vélos aussi, ou des piétons aussi qui sont là? Voilà, tout ça va vous complexifier évidemment ce qu'on appelle les tâches de navigation, c'est à la fin, il y aura très difficile, difficile ou facile. Si sur la route, par exemple, vous êtes à 50 km/h et qu'il n'y a que des voitures, qu'une voie, vous êtes tranquille. Si vous êtes 50 km/h, mais que vous avez des piétons qui peuvent surgir, des vélos qui tanguent au milieu de la chaussée, etc., ben évidemment, ça demande de nuit un peu plus d'éclairage pour pouvoir les percevoir. Séparation des chaussées, oui ou non? Est-ce que vous avez une bande, par exemple, au milieu? Est-ce que vous avez un terre-plein au milieu? Densité de carrefour, est-ce qu'elle est, c'est en fonction, c'est par kilomètre, on va dire, ou pour 3 kilomètres, je crois, je ne sais plus très bien. Est-ce qu'elle est élevée ou modérée, cette densité carrefour? Est-ce que souvent ça réclame des stop and go, quoi? Véhicule en stationnement, oui ou non? Si vous avez des véhicules en stationnement, ben, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait qui s'arrêtent pour se garer et d'autres qui démarrent, donc ça complexifie. C'est fonction aussi la classe de la voirie en fonction de la luminosité ambiante. Est-ce qu'elle est élevée, modérée ou faible? La tâche de navigation, est-ce qu'elle est très difficile, difficile ou facile? Voilà, donc ça, c'est tout un tas de critères à prendre en compte. En fonction de ça, en fonction des réponses que vous rentrez, vous avez des points. Vous avez un tableau, la norme vous donne un tableau et en fonction de ces critères, vous avez des points que vous additionnez pour connaître ensuite, pour être capable de classifier, votre voie. Alors, vous avez différentes classes de voies. Encore une fois, je peux vous montrer la norme tout à l'heure à la pause, par exemple, je vous montrerai sur mon écran la norme pour avoir ces tableaux, mais je peux pas vous la donner. Vous avez donc différentes classifications de cette voie. Classe M, donc on a vu il y avait MCP comme classe. Classe M, on va être sur M1 M6 en fait. Il y a différents degrés. Les classes M sont destinées uniquement aux conducteurs de véhicules motorisés sur des voies de circulation. Donc là, typiquement, vous avez une photo d'une voie où il y a manifestement que des voitures, ainsi que sur les routes résidentielles dans certains pays où il n'y a que des voitures, hein, qui autorise des vitesses de conduite modérées à élevées. Là, on va conduire typiquement sur la photo, on va conduire à, allez, je sais pas moi, 50-70 km/h. Vous voyez bien qu'on va pouvoir se permettre ce type de vitesse. Donc, pour ces classes, on aura des valeurs à respecter pour un bon éclairage, de luminance, on va parler de luminance, d'uniformité générale, uniformité longitudinale, mais aussi
d'éblouissement d'incapacité, on va limiter l'éblouissement d'incapacité et on va avoir aussi un rapport REI, rapport d'éclairement sur la chaussée par rapport à l'éclairement aux abords, sur juste les abords de la chaussée. Donc ici, je vous montre, par exemple, là, je n'ai pas recopié tout le tableau, mais pour, vous voyez en bas à gauche, la classe M1, M4 et M6 de la chaussée. Donc vous n'avez pas les 2, 3 et vous n'avez pas le 5, mais vous en avez déjà 3. Donc pour ces 3 types de voiries, vous avez donc remonté la ligne haut du tableau, luminance de la chaussée pour une route sèche et mouillée, éblouissement d'incapacité et éclairage des abords. Donc ça, on en a parlé. Oui, pourquoi route sèche et pourquoi route mouillée? Parce que la spécularité notamment sera différente. Spécularité, ça veut dire lumière émise dans une direction donnée sera différente selon que la route est sèche ou mouillée, selon qu'il est plu ou pas. En fait, ça veut dire ça, puisqu'on va rarement arroser la route. Donc, ça veut dire selon qu'il est plu ou pas, on va avoir des valeurs différentes à respecter. Sur route sèche, donc la luminance sur route sèche, elle sera minimale maintenue, d'accord? C'est pas la luminance moyenne, c'est la minimale maintenue qu'on va demander. Donc la luminance en candéa par mètre carré, elle va être de 2 pour une route M1 jusqu'à 0,3 pour une route M6. D'accord? L'uniformité, elle va être de 0,4 pour une route M1 à 0,35 pour une route M6. Uniformité longitudinale, donc selon une ligne entre deux poteaux, selon le sens de circulation de la route, quoi, selon le long de la route, elle sera de 0,70 pour M1, 0,4 pour M6. Pour les routes mouillées, l'uniformité générale, minimale, demandée sera moindre. L'éblouissement, maintenant, les autres valeurs, éblouissement d'incapacité, éclairage des abords, c'est donné uniquement pour la route sèche. Vous avez éblouissement maximal d'incapacité, 10% pour M1 jusqu'à 20% pour M6. 10%, ça veut dire que, on y reviendra ça si vous voulez, mais 10% c'est 2 fois moins que 20% pour M6. Pourquoi? Parce qu'à M1, on va être sur, en gros, vous obtenez une route de classe M1 sur une autre route, quoi. Vous pouvez circuler très vite, il n'y a pas trop d'obstacles, etc. Par contre, il ne faut pas que vous soyez ébloui par les luminaires qui vous éclairent. Donc, vous avez 10% maximum. Pour une classe M6, on tolérera plus d'éblouissement, 20% maximum, parce que vous êtes sur une vitesse bien plus faible. Et vous avez l'éclairement des abords de 0,35 à 0,30. Voilà, donc ça c'est classe M, trafic uniquement routier. D'accord? Ici, on est en luminance. OK? Maintenant, on va voir, je vous ai donné un petit teasing que les luminances, c'était pas évident à mesurer. D'accord? On va pas les mesurer avec un appareil pour mesurer l'éclairement. D'accord? On va les mesurer avec un luminosmètre, avec une caméra, etc. Donc, on verra l'équivalent en éclairement. On verra l'équivalent en éclairement, notamment par rapport à la classe C. Vous vous souvenez, il y a la classe M, il y a la classe C, la classe P plus tard. Donc la classe C, il y a 6 niveaux. Comme la classe M, vous avez 6 niveaux de 1 à 6, d'accord? La classe C, il y a 6 niveaux de C0 à C5. Pourquoi on n'a pas fait de 1 à 6, ça, je ne sais pas, mais il y a 6 niveaux. Donc les classes C, voilà, donc ça c'est je crois à Tunis. Voilà, c'est Google Street View hein, qui m'a donné ça. Donc je crois que c'est à Tunis. C'est voilà une route typique dans une ville où ben, on a des voitures, mais on a aussi des piétons et on a aussi des cyclistes, voire des motocyclistes ici. Donc on appelle ça une zone de conflit. Bon, conflit parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs types de personnes qui se déplacent sur la voie. Donc, c'est destiné sur les zones de conflit, sur les voies de circulation, où la composition du trafic est essentiellement motorisée quand même. D'accord? Les zones de conflit apparaissent dès que les flux de véhicules se croisent ou circulent dans des zones fréquentées par les piétons, cyclistes et autres usagers de la route. Les exigences pour les zones C
seront plus simples que pour les zones M, seront un éclairement et une uniformité générale uniquement. Là, le tableau pour les zones C, donc encore une fois, je n'ai pas tout recopié, j'ai donné C0, C1, C3, C5, donc il vous manque C2 et C4, mais bon, déjà vous avez quelques notions. Et je vous donnerai un petit truc pour avoir les valeurs des normes sans les piller. Les exigences de performance pour les classes C, donc éclairement moyen pour la classe C0, ça sera 50 lux. Donc là, on n'est pas un luminance minimum à maintenir, on a un éclairement moyen. On se souvient, donc on mesure plusieurs éclairements sur la zone qu'on a envie d'éclairer et on fait la moyenne. 50 lux et U0, l'uniformité 0,4. C'est la même pour de C0 à C5, l'uniformité. Mais vous voyez que pour entre C0 et C5, vous passez de 50 lux à 7,5 lux. Donc il y a quand même un sacré niveau. On est 6 fois plus, 6 fois plus à C0 qu'en C5. Évidemment, ça dépend de la circulation de la densité de trafic, encore une fois, la vitesse de circulation, plus ou moins de piétons, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs critères, les critères qu'on a vus au départ. OK. Je vous ai dit, la luminance, quand le titre du diapo dit tout, quand la mesure de luminance est difficile. La mesure de luminance, je ne vous ai pas montré de photo, mais en gros, ça demande, c'est un dôme qu'on prend, qu'on bat sur la chaussée, c'est une boule qu'on bat sur la chaussée, et regardez Collyroute, où vous aurez des photos là-dessus, et c'est assez complexe. Bon, personne ne le fait, quoi. Donc, quand la mesure de luminance est difficile, les exigences de la classe M seront remplacées par celles en éclairement, donc les exigences en luminance, on se souvient, par celles en éclairement de la classe C, qui sont équivalentes données pour la norme en fonction de quoi? En fonction de la luminosité de la route. Donc ici, on va prendre uniquement le facteur Q0. Donc, en fonction de la luminosité de la route, puisque la luminance, on se souvient, c'est l'éclairement, ok, mais l'éclairement qui est perçu par l'utilisateur, donc dépend de la réflectivité ou de la luminosité de la route, donc Q0, ici en candela par mètre carré par lux, donc candela par mètre carré, c'est la luminance, par lux, donc par éclairement qui est reçu. Donc si Q0 est inférieur à 0,05, vous voyez la première ligne du tableau. Q0 est inférieur à 0,05, donc une chaussée qui ne reflète pas trop, qui donne des faibles valeurs de luminance par éclairement reçu, donc qui reflète peu la lumière. Mais la classe M1, donc les exigences de la classe M1 qui était en luminance. La classe M1, on se souvient, c'était ici, vous l'avez, luminance minimum 2 candela par mètre carré, d'accord? Ben, on va lui faire correspondre les exigences de la classe C0, c'est-à-dire 50 lux. Et ça, c'est bien plus facile à mesurer. On se souvient, pour mesurer, vous avez besoin juste de, le terme m'est sorti, excusez-moi, on va revenir au premier slide, au deuxième slide, du luxmètre, voilà, de ce luxmètre pour mesurer. Donc là, c'est assez simple, les mesures sont assez simples. Quand je me balade de slide en slide, vous me dites s'il y a un temps de latence qui fait que vous avez du mal à suivre. Non, 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 c'est bon, on voit, on suit bien. C'est bon? Ok, ok. Bon, je me permettrai quelques allers-retours alors pour expliquer. Pour la classe M, donc avec une luminosité de chaussée plus élevée, donc de 0,05, regardez à gauche du tableau, 0,05 à 0,08, vous avez d'autres équivalences qui sont données, donc la classe M1, puisque la chaussée reflète plus, donc est plus claire, quoi, en gros, on va dire ça. Mais les exigences de la classe M1 sont toujours les mêmes, mais on va leur faire correspondre l'éclairement à maintenir, l'éclairement moyen, pardon, de la classe C1, donc on va mettre plus que 30 lux. D'accord?
Et si elle est encore plus claire, B, les exigences de la classe M1 toujours les mêmes, on va leur faire correspondre C2 qui est de mémoire, qui n'est pas noté ici, mais qui est de mémoire 20 lux. OK? Est-ce que ça, c'est clair? Moi, je vous conseille d'utiliser ça. C'est-à-dire voilà, c'est pas la peine de se lancer dans des mesures de luminance, vous l'avez compris. Même la norme le prévoit qu'il y a des tableaux d'équivalence qui vous sont donnés. OK? Maintenant, la dernière classe, donc on a vu la classe M motorisée, la classe C, il y a tout le monde sur la route, il y a les voitures, les piétons et cyclistes, les motocyclistes, etc. Et la classe P, c'est les classes pour zone piétonne ou à très faible circulation, puisqu'il y a des piétons quand même. Donc, piétons et cyclistes, c'est bon pour les piétons et cyclistes sur les trottoirs et les pistes cyclables. Les conducteurs de véhicules motorisés qui circulent à vitesse réduite sur les routes résidentielles, les accotements ou les voies de stationnement. Et les autres zones de la route séparées où longeant une chaussée d'une voie de circulation ou d'une route résidentielle, etc. Donc ça, c'est la zone P. Et sur la zone P, vous avez des exigences en éclairement moyen, encore une fois, donc 15 lux, 5 lux, 2 lux. Vous avez de la zone P1 à P6. OK. Donc encore une fois, 6 classes, si je ne me trompe pas. Mais vous avez aussi des exigences en éclairement minimum maintenues. Donc, OK. Les exigences supplémentaires, si une reconnaissance faciale est nécessaire. Ça, je vous ai parlé tout à l'heure d'éclairement semi-cylindrique qui permet de reconnaître les visages. Vous avez l'éclairement vertical qui est demandé, l'éclairement vertical maintenu qui est demandé de 5 lux 1,506 et l'éclairement semi-cylindrique qui est demandé aussi 5,102. Alors, ça, c'est plus compliqué à mesurer. La partie de la norme qui traite de la méthode de mesure vous dit comment le mesurer à 1,2 mètres de mémoire. Vous mesurez, bon, il vous dit, tout est précisé dans la norme. Les logiciels de simulation le font très bien aussi, on calcule très bien. OK. Dans le logiciel de simulation, par contre, j'ai pas le temps de vous présenter dans cette formation. Je vais vous présenter quelques résultats et comment interpréter les résultats de ce logiciel, mais pas le logiciel en tant que tel. Parce que vous êtes gestionnaire de ville, vous n'êtes pas bureau d'études qui design l'éclairage. Dans ce logiciel de simulation, vous pouvez calculer ça, l'éclairement vertical semi-cylindrique, d'accord, c'est très facile. Il vous faut préciser la hauteur. Attention, il y en a pas mal qui oublient de préciser la hauteur d'observation. Il existe aussi des classes, alors moins utilisées, mais des classes SC et HS. Les classes SC sont des classes complémentaires pour les zones piétonnes destinées à améliorer la reconnaissance faciale et à augmenter le sentiment de sécurité. L'éclairement semi-cylindrique doit être évalué sur un plan situé à 1,50 m au-dessus de la zone de la route. Donc c'est pas 1,20 m, c'est 1,50 m. Désolé, je croyais que pour les classes P, c'était 1,20 m. Bon, à vérifier. Les classes HS prennent en compte l'éclairement hémisphérique, peuvent aussi être utilisées par exemple pour les cours d'école. Quand vous êtes un bureau d'études et que vous designez l'éclairage par exemple des cours d'école, vous prenez des classes HS. Donc dans les cours d'école, inutile de vous dire qu'il n'y a pas de trafic motorisé, enfin espérons. D'autant plus si on est au moment de la récréation, il vaut mieux pas. Parce que les enfants ont du mal à respecter le code de la route. Les indicateurs de densité de puissance. Donc là, on est passé, je ne vous donne pas toute la norme, mais là, on est passé, vous voyez, de la partie 1, qui était, je vous remets ça. La partie 1 de la norme, sélection des classes de chaussée. Donc ça, on en a parlé. Classe motorisée pour quelle situation, classe C ou classe P pour quelle situation. On a donné les tableaux qui vous donnent des exigences, donc la partie 2, des exigences pour ce type de classification de classe de voie. La partie 3 qui vous donne les calculs de performance, je ne vais pas trop creuser là-dessus parce qu'on va parler plus de logiciels de simulation.
Les méthodes de mesure de performance, la partie 4, je vous en ai parlé aussi, en vous disant luminance, si dur par exemple, privilégier clairement, sinon vous devez mesurer 1,50 m du sol. Maintenant, on va attaquer la partie 5. La partie 5, c'est les indicateurs de performance énergétique. Donc autant vous dire que ce que je vous présente là, c'est vraiment un Reader Digest, c'est vraiment un court extrait de tout ça, parce que toute la norme en tant que telle fait, je ne sais pas, 200 pages ou plus. D'accord? Donc la partie 5, indicateurs de performance énergétique, et ça va être intéressant. Ça va nous permettre de nous situer. Est-ce que notre installation d'éclairage, finalement, est efficace ou pas? Et pour ça, la norme introduit des indicateurs. Alors, ici, indicateur de densité de puissance, donc à watts par lux par mètre carré. Vous voyez, watts, lux moins 1, M moins 2. Donc, watts par lux par mètre carré. En fait, c'est la quantité, la puissance des luminaires que vous mettez en fonction de l'éclairement que vous obtenez et en fonction de la surface que vous l'éclairez. D'accord? Watts par lux par mètre carré. La formule, vous l'avez là. P, D de P, c'est l'indicateur. P puissance divisé par la somme des éclairements. L'éclairement moyen, avec le petit trait au-dessus, ça veut dire moyen. L'éclairement moyen dû au luminaire I, on va dire. Hein, oubliez la somme. L'éclairement moyen obtenu, donc à lux. Et A, c'est la surface qu'on éclaire, donc c'est par mètre carré. D'accord? P puissance système d'installation d'éclairage public, E éclairement horizontal moyen maintenu sur la zone I, c'est par zone, oui, ou par linéaire. AI, taille de la zone I, et N, nombre de sous-zones à éclairer. Voilà, d'accord? Selon les zones. Donc vous avez ce premier indicateur de densité de puissance qui vous permet de situer votre éclairage public, mais il n'est pas suffisant. Il faut le coupler à l'indicateur de consommation annuelle d'énergie. Et je vous le conseille parce que moi, j'ai longtemps lutté contre cet indicateur qui était reconnu avant d'être reconnu par la norme qui était reconnue en France. Et j'ai souvent lutté contre cet indicateur pour dire attention, cet indicateur, comme il y a les luxe qui sont là, il ne vous dit pas qu'il faut éclairer juste, il vous dit qu'il faut éclairer de façon efficace. C'est des watts par luxe. Donc vous pouvez mettre 1000 lux, et ça vous donnera droit à plus de watts. Donc, ça ne vous dit pas d'éclairer au juste niveau. Ça vous dit simplement d'être efficace. C'est pour ça qu'il faut le coupler. On y reviendra si vous avez des questions là-dessus. C'est pour ça qu'il faut le coupler à l'indicateur de consommation annuelle d'énergie, donc qui est la somme PJ, la somme PJ-TJ de puissance consommée à la JM période de fonctionnement en watts, TJ la durée de fonctionnement, donc c'est la puissance fois la durée, c'est en wattheure, c'est la consommation, divisé par A. A, c'est la surface de la zone à éclairer par la même station d'éclairage, donc en mètre carré, donc c'est en wattheure, consommation, par mètre carré. L'indicateur de densité de consommation annuelle d'énergie, wattheure par mètre carré. Évidemment, il est fonction des variations saisonnières des heures jour-nuit, changement des conditions atmosphériques, densité de circulation, etc., etc. OK, donc ça, c'est deux indicateurs dont je vous donne deux valeurs typiques pour les NA. Alors, les NA, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai oublié de noter ça. NA, c'est le symbole chimique du sodium. C'est pour les lampes sodium haute pression, en gros. Vous savez qu'il y a clair jaune dans la ville. Vous les connaissez très bien. Je sais qu'en Tunisie, vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup plus qu'en France en pourcentage de vos installations d'ailleurs. Pour les lampes sodium haute pression, donc Na, la densité de puissance pourrait être de 31 à 65 milliwatts par lux par mètre carré. Donc, c'est les valeurs typiques. Pour les LED, pour de l'éclairage LED, on peut être typiquement de 15 à 38 milliwatts par lux par mètre carré. Déjà, on voit que la densité de puissance pour les LED peut être bien plus basse. D'accord? Donc, beaucoup moins de puissance
à mettre. La, la densité énergétique, donc celui-là, là, ce facteur, pour les sodium, excusez-moi, sodium haute pression, on va être de 0,2 à 5,3 kWh par mètre carré, et pour les LED de 0,4 à 3,8 kWh par mètre carré. Donc ça, c'est des valeurs informatives qui sont données dans la norme. On verra, j'ai fait un petit calcul dans les... si vous respectez les critères d'achat public que je vous ai donnés, j'ai fait un petit calcul avec ces critères d'achat public, on verra qu'on peut être bien plus bas. OK. La norme, qui est très bien, a été, les valeurs ont été éditées en 2016, donc il y a maintenant 5 ans. Donc l'efficacité des LED a augmenté depuis. OK, vous l'avez compris, je suis pro LED, pas partout, attention, mais dans la majorité des cas, on peut passer au LED si on respecte certains critères de qualité.